En août 2009, le vent du sud soulevait les dunes de la Côte d'Argent en vagues courtes et persistantes. Julien Moreau avançait avec difficulté, ses bottes s'enfonçant dans le sol instable tandis qu'il portait son matériel de mesure. Sur le papier, la tâche était simple, cartographier les anomalies géologiques consécutives à une série de glissements de terrain inhabituels survenus ces derniers mois. La région, bien que touristique, recelait une histoire d'instabilité souterraine, mal documentée. Julien n'était pas venu chercher d'anciennes réponses, mais simplement des données. 13 ans plus tôt, en 1996, ce même tronçon de littoral avait fait l'objet d'une enquête restée sans suite. 4 randonneurs, 2 étudiants, un professeur et un guide local avaient disparu lors d'une traversée autorisée entre des dunes et d'anciens bunkers de la Seconde Guerre mondiale. L'enquête avait évoqué une erreur humaine, un changement soudain de météo, voire une noyade. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucune trace concluante. L'affaire avait été classée après des mois de recherches infructueuses. Julien ne connaissait cette histoire que de façon superficielle. Il avait grandi à Bordeaux, n'en avait entendu parler que de façon sporadique, sans plus. À présent, il se concentrait sur l'écran du radar à pénétration de sol, observant des lignes irrégulières apparaître sur le moniteur portable. Il fit quelques pas de plus, s'arrêta, recalibra l'appareil et recommença la lecture. L'anomalie persistait, un contour géométrique trop net pour être de la roche. Il marqua l'emplacement avec un piquet orange et commença à creuser à la main, dégageant des couches de sable compactées qui mirent au jour des dépôts artificiels. Un son métallique, sec et soudain, retentit. Julien s'agenouilla, nettoya la surface à main nue et découvrit une plaque d'acier plate et rouillée, rivetée sur ses bords. Elle n'était pas grande, peut-être 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, une porte. La présence de cette structure était inexplicable au vu des archives disponibles. Aucune installation active, aucun projet militaire connu dans ce secteur après les années 1950. Julien vérifia les coordonnées, photographia la découverte et obtura partiellement la porte avant de s'éloigner pour signaler l'événement par radio. La procédure exigeait une communication immédiate en cas de découverte de structures artificielles. En attendant une réponse, il remarqua quelque chose qui le fit se lever brusquement. Autour de la porte, des marques, presque effacées par le temps, étaient visibles sur le métal, des rayures irrégulières, concentrées à hauteur de poitrine, comme si quelqu'un avait frotté la surface à plusieurs reprises. Julien passa son gant sur l'une des rainures et en sentit la rugosité profonde. Ce n'était pas une usure naturelle. L'autorisation de boucler la zone est arrivée en fin d'après-midi. Des techniciens locaux et un représentant de la mairie étaient présents et observaient en silence le déblaiement du sable. La porte laissait désormais apparaître un cadre renforcé, scellé par du vieux béton. Aucune inscription visible, aucune serrure extérieure apparente. L'un des techniciens fit remarquer d'un ton neutre que des structures similaires figuraient sur d'anciennes cartes militaires, souvent omises des archives civiles. Julien écouta sans répondre. Il garda les yeux fixés sur les éraflures, essayant d'imaginer le mouvement qui les avait produites. Cela ne ressemblait pas à du vandalisme, cela ressemblait à de la persévérance. À la tombée de la nuit, la zone fut bouclée. Il fut décidé de reporter toute ouverture jusqu'à l'arrivée d'une équipe spécialisée. Julien rassembla son matériel, mais resta plus longtemps que nécessaire. Il fit le tour du périmètre, observant comment la dune semblait avoir été modelée pour engloutir cette porte, comme si le terrain avait conspiré pour la faire oublier. Le lendemain matin, alors qu'il consultait des données dans son logement temporaire, un courriel attira son attention. Il s'agissait d'une demande de renseignements provenant de Paris, des archives nationales. Quelqu'un avait automatiquement recoupé l'adresse fournie par Julien avec d'anciens documents récemment numérisés. Le système avait trouvé une correspondance partielle, un dessin technique classifié de 1962 mentionnant un accès scellé aux mêmes coordonnées approximatives.
Le document ne précisait pas la fonction du point d'accès. Il indiquait seulement que la maintenance périodique avait été interrompue en 1971. Julien imprima le courriel et retourna sur les lieux avant l'heure convenue. La marée était basse, le vent faible. La porte restait recouverte d'une bâche, sous le regard attentif de loin. Il s'approcha suffisamment pour observer la base de la structure et remarqua quelque chose d'invisible la veille. Un petit objet à moitié enfoui, pris au piège, entre l'acier et le sable durci. Il s'agenouilla et tira délicatement. C'était une vieille attache de sac à dos, le plastique cassant avec le temps. Julien reconnut le modèle presque instantanément. Il était courant dans le matériel de randonnée vendu dans les années 1990. La collecte de preuves ne faisait pas partie de ses fonctions, mais il photographia l'objet avant de le remettre en place. Lorsque l'équipe au complet arriva des heures plus tard, Julien avait déjà décidé qu'il ne s'agirait pas d'un simple rapport technique. La porte, les risques, la serrure, tout indiquait une histoire interrompue, enfouie sous des couches successives de sable et de silence institutionnel. Pendant que les ingénieurs discutaient des méthodes d'ouverture et que les représentants locaux échangeaient des coups de fil discrets, Julien contemplait l'acier immobile devant eux. Il n'éprouvait pas un sentiment de découverte, mais d'attente, comme si cette porte attendait d'être trouvée depuis 1996. La zone, isolée par les autorités, s'avéra plus complexe que Julien ne l'avait imaginé. Les dunes dissimulaient non seulement du sable accumulé par le vent atlantique, mais aussi des strates successives d'interventions humaines. D'anciens chemins d'entretien, presque effacés, réapparaissaient sous certains angles de lumière. Le paysage n'était pas simplement naturel, c'était un espace façonné par des décisions stratégiques prises des décennies auparavant et ensuite abandonnées aux mains de l'administration. L'équipe technique apporta des cartes militaires françaises partiellement déclassifiées. La région y apparaissait balisée par des codes et des lignes sans légende. Un ingénieur expérimenté reconnut des symboles utilisés pendant la guerre froide pour désigner des ouvrages de confinement et d'observation géologique. Il ne s'agissait pas de bunkers ordinaires, mais d'accès secondaires à des installations souterraines destinées à surveiller l'instabilité des sols et les impacts potentiels des essais sismiques menés à l'intérieur du pays dans les années 1960. Julien a commencé à collaborer avec Claire Dumas, une historienne engagée par le gouvernement régional pour contextualiser des découvertes sensibles. Claire possédait une expérience des archives militaires et une approche méticuleuse. Elle évitait toute spéculation mais a rapidement identifié des tendances. Elle a expliqué que nombre de ces structures avaient été scellées à la hâte lorsqu'elles avaient perdu leur utilité stratégique, sans que des documents de fermeture clairs ne soient conservés. La bureaucratie, selon elle, enfouissait souvent bien plus que de simples papiers. Entre-temps, les noms des randonneurs disparus recommencèrent à circuler parmi les jeunes techniciens. L'un d'eux, Luc Bernard, avait grandi dans la région et se souvenait vaguement de l'affaire qu'il racontait comme un avertissement informel, incitant à éviter certains secteurs hors des sentiers battus. Luc rapportait que le guide disparu, Étienne Ravel, était connu pour explorer des chemins non balisés, se fiant à de vieilles cartes et à son propre sens de l'orientation. Claire fit des recherches sur Ravel et découvrit des informations contradictoires. Officiellement, il n'était qu'un guide agréé. Officieusement, il était cité dans des rapports d'associations environnementales comme collaborateur bénévole pour des études de sol. Aucun lien direct avec le gouvernement, mais suffisamment proche pour susciter des doutes. Julien comprit que la disparition n'était peut-être pas un simple accident. L'antagonisme de cette histoire ne s'est pas manifesté par un chiffre précis, mais par un réseau d'omissions. Des représentants du ministère ont même évoqué une discrétion excessive, craignant de susciter l'alarmisme du public. Julien a relevé le langage vague, la propension au report, la tentative de réduire la découverte à une simple curiosité technique. Les décisions se sont prises loin de la dune, dans des bureaux où l'impact humain semblait négligeable.
Les personnages secondaires prirent une dimension plus marquée. Marie Lefebvre, employée de la mairie, manifestait un malaise croissant. Chargée des permis, elle était consciente des pressions politiques locales visant à éviter les scandales touristiques. Son silence n'était pas de l'indifférence, mais la crainte de représailles administratives. Chaque document qu'elle signait semblait empreint d'hésitation. Le contexte français a directement contribué à ces dynamiques. La tradition de centralisation étatique contrastait avec la réalité locale, où la tradition orale persistait malgré l'absence de documents officiels. La côte atlantique, marquée par d'anciennes occupations militaires, portait des cicatrices invisibles. La coexistence de la mémoire et de l'effacement était presque institutionnalisée. Julien a commencé à examiner seul les anciens dossiers. Il y a trouvé des rapports de maintenance interrompus sans justification claire, des mentions d'événements non reproductibles et des notes techniques vagues. Rien d'illégal, mais tout était soigneusement incomplet. Paradoxalement, l'absence de détails s'est avérée être l'information la plus pertinente. La porte en acier finit par être perçue non comme un objet isolé, mais comme un point de convergence. Chaque personnage y était lié d'une manière singulière. Pour les ingénieurs, un problème structurel. Pour les politiciens, un risque narratif. Pour Claire, une brèche historique. Pour Julien, une rupture dans la continuité scientifique. Le monde autour de la porte réagissait selon ses propres intérêts. L'antagoniste invisible se cristallisait sous les traits du système qui avait permis la disparition de 4 personnes sans explication et l'enfouissement d'une structure potentiellement dangereuse sans explication publique. Aucun coupable n'était désigné, seulement des décisions accumulées, des silences stratégiques et des priorités mal placées. La France moderne, avec son image de transparence institutionnelle, révélait des failles héritées du passé. À mesure que les personnages se positionnaient plus fermement, la tension ne provenait plus de confrontations directes, mais de la friction entre devoir professionnel et responsabilité morale. Julien se sentait de plus en plus déconnecté de son rôle initial. Le géologue engagé pour analyser le sol devenait, sans le savoir, un rouage d'un processus de révélation plus vaste. Le paysage continuait d'influencer les choix. La marée montante, l'instabilité des dunes et l'approche de la saison touristique imposaient des échéances officieuses. Chaque délai semblait opportun pour certains et source d'angoisse pour d'autres. La porte restait close, mais le monde alentour commençait déjà à s'animer sous la pression de souvenirs ressurgis et d'intérêts divergents. La 3e phase de l'enquête débuta avec l'arrivée d'une équipe technique de sécurité dépêchée directement de Paris. Leur présence modifia immédiatement la dynamique sur place. Des barrières supplémentaires furent installées, l'accès restreint et chaque mouvement enregistré. Julien comprit que l'affaire n'était plus seulement régionale. Le conflit, auparavant diffus, prenait une dimension institutionnelle. La première décision fut de réaliser des relevés topographiques aux abords de l'entrée afin d'évaluer les risques structurels. Les mesures révélèrent un vide souterrain plus important que prévu, avec des tunnels partiellement effondrés. Ceci retarda toute tentative d'ouverture immédiate. Officiellement, la sécurité fut invoquée, mais Julien perçut le soulagement silencieux de certains représentants. Ce report servait des intérêts que personne n'exprima. Claire a intensifié ses recherches et a trouvé des rapports médicaux annexés à des documents datant de 1996. L'un d'eux mentionnait des soins d'urgence prodigués à l'un des randonneurs quelques jours avant sa disparition en raison d'épuisement et de déshydratation. Cette information n'avait jamais été rendue publique. Ces éléments laissaient supposer que le groupe ne s'était pas égaré par hasard, mais avait persisté à poursuivre sa randonnée malgré des signes physiques évidents de faiblesse. Luc Bernard découvrit des relevés météorologiques détaillés de cette période. Le climat était resté stable, contredisant le récit officiel d'un changement brutal. Chaque nouvelle découverte remettait en cause, silencieusement, les conclusions établies.
Le conflit s'est développé non par des affrontements directs, mais par l'érosion progressive des versions consolidées. Julien commença à se heurter à des obstacles internes. Ses demandes d'accès à certains dossiers furent refusées sans explication formelle. Le matériel nécessaire tarda à arriver. Un superviseur technique lui suggéra de rester dans le cadre géologique. Cette phrase, répétée à plusieurs reprises, véhiculait un avertissement implicite. Entre-temps, la presse locale commença à spéculer. De brèves mentions apparurent dans les journaux régionaux, évoquant une structure antique découverte dans les dunes. La mairie tenta de maîtriser le récit, mais les fuites étaient inévitables. Marie Lefebvre travailla tard, relisant les communiqués et s'efforçant d'en adoucir le ton. La pression politique transparaissait dans son attitude tendue. Le conflit intérieur de Julien s'intensifia lorsqu'il reçut un appel anonyme. La voix, masculine et posée, lui suggéra de relire attentivement le rapport final avant de le soumettre. Aucune menace explicite ne fut proférée, seulement l'affirmation que certaines portes restent fermées pour de bonnes raisons. L'appel se termina brusquement. Cette intervention a marqué un tournant émotionnel. Julien a cessé d'agir uniquement comme technicien et a commencé à tout documenter de manière exhaustive. Il conservait des copies, notait les heures, enregistrait les conversations. Chaque action est devenue une forme de résistance silencieuse. Claire se heurta elle aussi à de la résistance. Sa demande d'accès à l'intégralité des dossiers militaires fut refusée au nom de la sécurité nationale. Elle reconnut le schéma. Des informations anciennes protégées par des classifications obsolètes. L'antagonisme du système se faisait de plus en plus manifeste, se traduisant par des blocages bureaucratiques précis. De nouveaux personnages firent brièvement leur apparition, chacun complexifiant le conflit. Un ingénieur en génie parasismique mit en garde contre de récentes vibrations causées par des travaux côtiers. Un pêcheur local rapporta avoir entendu d'étranges bruits provenant de la dune la nuit des années auparavant. Aucun témoignage ne fut concluant, mais tous renforcèrent le sentiment qu'un élément avait été délibérément ignoré. L'urgence s'est accentuée lorsque les prévisions ont annoncé de violentes tempêtes pour les semaines suivantes. L'instabilité du terrain allait croître de façon exponentielle. Si la porte n'était pas inspectée rapidement, elle risquait d'être à nouveau ensevelie, peut-être définitivement. L'urgence technique se heurtait à la lenteur administrative. Julien a présenté un rapport préliminaire soulignant les risques structurels et la nécessité d'une réouverture progressive. La réponse fut expéditive, se limitant à demander des modifications supplémentaires. Ce retard semblait calculé. Chaque jour perdu réduisait les chances d'obtenir des réponses claires. Le conflit s'est envenimé lorsque Claire a obtenu indirectement une copie incomplète du plan de 1962. Ce document mentionnait un protocole d'urgence concernant une présence humaine non planifiée dans les zones souterraines. Cette formulation vague a suffi à tout faire basculer. Désormais, le conflit ne portait plus sur une vieille porte, mais sur des décisions qui auraient pu condamner des gens à un isolement irréversible. Julien comprenait que l'histoire s'orientait vers un point de non-retour. Le système réagirait pour se protéger et il lui faudrait décider jusqu'où il était prêt à aller. Le conflit central se cristallisait, révéler la vérité enfouie ou laisser une nouvelle couche de sable institutionnel recouvrir le passé. La porte restait close, mais le siège qui l'entourait devenait de plus en plus instable, sur le point de céder sous le poids des preuves accumulées. L'équipe de sécurité a commencé à surveiller les communications internes, instaurant un climat de surveillance discrète. Les conversations se sont faites plus courtes, les regards plus prudents. Julien a compris qu'il n'était pas le seul à ressentir le poids croissant de la situation. Certains techniciens évitaient d'exprimer leurs opinions, d'autres demandaient des mutations temporaires. Le conflit affectait le groupe de manière inégale, mais constante. Marie Lefebvre a finalement confronté Julien indirectement. Elle l'a mis en garde contre les réunions à huis clos non consignées et contre la possibilité que le projet soit requalifié en infrastructure sensible. Ses propos étaient mesurés, mais le message était clair.
La marge de manœuvre se réduisait à vue d'œil. Chaque obstacle soulevait de nouvelles questions. Pourquoi maintenir sous scellé une structure apparemment obsolète? Pourquoi effacer toute trace administrative au lieu de clarifier les faits? Julien comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger les réputations, mais aussi d'éviter de dangereux précédents. Reconnaître des erreurs passées exposerait à des responsabilités imprévisibles. Le conflit, désormais pleinement développé, n'était plus seulement extérieur. Julien en ressentait les répercussions sur ses propres choix. Chaque décision professionnelle avait des implications éthiques. L'avancement de l'enquête ne pouvait plus être interrompu sans conséquences personnelles. L'histoire progressait, mue par des forces qu'aucun d'eux ne maîtrisait pleinement. La tension de cette étape atteignit son paroxysme lorsqu'un arrêté provisoire imposa la suspension des fouilles dans l'attente d'une évaluation ministérielle plus approfondie. L'annonce, faite sans débat, mit un terme brutal à la journée. Julien jeta un dernier regard à la porte avant de quitter le périmètre, conscient que le conflit ne s'apaiserait pas. Il était allé trop loin pour reculer, et les forces adverses avançaient déjà avec la même détermination, préparant le terrain à une confrontation inévitable lors des prochaines étapes de l'enquête. Le silence qui suivit confirma que rien ne resterait sous contrôle bien longtemps au sein de cette opération fragile et que chaque retard ne ferait qu'aggraver les conséquences inévitables pour tous. La suspension officielle des fouilles n'a pas paralysé les événements. Elle les a simplement déplacés vers des strates moins visibles. Le périmètre étant bouclé, des mouvements parallèles et discrets ont émergé, se croisant sans se faire connaître. Julien a rapidement compris que l'histoire avançait par des voies informelles, où les décisions se prenaient sans procès-verbal ni signature. Claire commença à subir des pressions indirectes. Un ancien collègue de l'université, désormais employé d'un service d'archives militaires, l'avertit de récentes demandes de renseignements la concernant. Il n'y eut aucune menace explicite, seulement la prise de conscience que ses recherches étaient surveillées. L'historienne réagit en réduisant le nombre de demandes formelles et en se concentrant sur le recoupement des données déjà recueillies. Son travail se déroula alors comme un jeu de silence et de précision. Luc Bernard était confronté à un conflit d'un autre ordre. Habitant du quartier, il commença à recevoir des remarques hostiles dans les bars et sur les marchés. Certains commerçants craignaient que l'affaire ne fasse fuir les touristes, tandis que d'autres évoquaient de vieilles histoires de zones interdites. Luc n'était pas directement accusé, mais il devint malgré lui le symbole d'une vieille tension communautaire non résolue. Marie Lefebvre vit sa situation administrative devenir intenable. Les réunions extraordinaires se déroulaient sans elle, et les documents à signer étaient déjà rédigés. Chez elle, elle consulta des copies personnelles d'anciens dossiers de la mairie et y découvrit de vagues allusions à des demandes d'indemnisation rejetées en 1997, liées à des catastrophes naturelles non prouvées. Cette situation révéla comment les décisions bureaucratiques pouvaient façonner des destins individuels à l'abri des regards. Le temps devint un adversaire silencieux. Les prévisions de tempête se réalisèrent en partie, provoquant des pluies irrégulières et une accélération du déplacement des dunes. Chaque jour d'inaction augmentait le risque d'effondrement. La pression temporelle reliait toutes les intrigues secondaires, imposant des choix rapides et difficiles. Une nouvelle difficulté surgit lorsque des proches des excursionnistes disparus commencèrent à se manifester. La nièce d'un des étudiants envoya une demande officielle de réouverture de l'enquête, appuyée par des informations récentes. Cette demande n'avait aucune valeur juridique immédiate, mais elle ajouta une dimension humaine qu'il était impossible d'ignorer. Julien ressentit le poids de ce lien inattendu. Entre-temps, un ingénieur en génie sismique a informé Julien de manière informelle de relevés anormaux provenant du sous-sol. Ces relevés n'indiquaient aucune activité sismique en cours, mais laissaient supposer que la structure souterraine n'était pas totalement inerte. Cette information, non consignée dans les rapports officiels,
a néanmoins modifié la perception du risque chez les techniciens les plus vigilants. Les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler lorsque Claire découvrit que le guide Étienne Ravel entretenait des contacts sporadiques avec un laboratoire universitaire lié à l'étude des grottes artificielles. Aucune preuve d'implication directe n'existait, seulement des courriels génériques. Cette découverte laissait néanmoins supposer que Ravel en savait plus sur les structures souterraines qu'il ne l'avait officiellement déclaré. Julien, de son côté, était confronté à une division interne croissante. Il reçut une proposition informelle de mutation vers un autre projet, présenté comme une opportunité professionnelle. L'offre était trop opportune pour être une coïncidence. La refuser revenait à rester au cœur du conflit, l'accepter à abandonner des réponses encore incomplètes. La situation s'est compliquée lorsque des documents confidentiels ont circulé anonymement parmi des journalistes indépendants. Il s'agissait de fragments sans contexte clair, mais suffisants pour alimenter les spéculations. La municipalité a réagi par des déclarations défensives, renforçant ainsi le climat de tension institutionnelle. Le discours public a rapidement dégénéré. Le contexte physique imposait également des choix. La marée haute a endommagé une partie des digues temporaires, nécessitant des réparations urgentes. Les techniciens se sont interrogés sur la pertinence de cet investissement compte tenu de la suspension officielle. Chaque décision pratique comportait des implications politiques et éthiques. Les intrigues secondaires convergeaient peu à peu vers un point commun. Plus personne ne pouvait feindre la neutralité. Chaque personnage était contraint d'agir dans les limites de ses propres capacités. Le conflit principal restait en suspens, mais les tensions environnantes s'accumulaient, rendant toute résolution future plus lourde de conséquences. La complexité ne résidait pas dans une profusion d'événements, mais dans leur interdépendance. Un retard administratif affecta la stabilité des sols. Une décision technique influença l'opinion publique. Le silence des institutions résonna dans les mémoires familiales. Tout était lié. Au terme de cette étape, Julien comprit que même si la porte n'était jamais ouverte, le choc était déjà irréversible. Les intrigues secondaires avaient révélé de profondes failles au sein du système, dans les relations locales, et dans les convictions même des personnes impliquées. Le conflit progressait non par la force directe, mais par l'impossibilité croissante de maintenir des compartiments isolés. L'histoire approchait d'un point où les choix individuels allaient peser sur le collectif. Les pressions temporelles, émotionnelles et institutionnelles convergeaient. Il n'y avait plus de place pour les décisions neutres. Chaque personnage jouait désormais un rôle actif dans le dénouement imminent, encore indéfini mais inévitable, façonné par des complexités que personne n'avait réussi à éviter ni à simplifier, jusqu'à ce moment décisif qui s'annonçait silencieusement. L'arrêté ministériel, suspendant les fouilles, semblait définitif jusqu'aux premières heures du matin, lorsqu'une des digues s'est effondrée. La tempête avait progressé plus vite que prévu, et la combinaison du vent, de la pluie et de la marée haute a provoqué un déplacement brutal de la dune. Dès que les capteurs ont détecté le changement, les équipes d'intervention ont été automatiquement mobilisées, non par décision politique, mais en vertu d'un protocole technique incontournable. Julien arriva sur les lieux avant l'aube. La bâche qui recouvrait la porte était partiellement déchirée, laissant à nouveau apparaître l'acier corrodé. Plus bas, une fissure nouvellement formée laissait entrevoir du vieux béton et des câbles métalliques enfouis. L'instabilité ne permettait plus aucun retard. Tout nouvel effondrement risquait de déclencher une réaction en chaîne d'effondrements souterrains, affectant une zone bien plus vaste que celle initialement isolée. Face à l'urgence, un ingénieur en chef autorisa une inspection d'urgence limitée. Il ne s'agissait pas de l'ouverture officielle de la porte, mais d'une évaluation directe de son intégrité. Cette décision, prise sur place sans approbation formelle de Paris, changea irrémédiablement le cours de l'enquête. Pour la première fois, une responsabilité directe était assumée. L'opération fut rapide et tendue. À l'aide d'outils hydrauliques, ils retirèrent une partie du béton autour du cadre.
Un joint intérieur céda dans un craquement sec, libérant un air lourd et vicié, imprégné d'une odeur métallique et humide. Aucun bruit, juste un silence concentré. Lorsque la porte s'entr'ouvrit, la lumière révéla un escalier descendant, recouvert d'une épaisse couche de poussière. La première révélation ne résidait pas dans l'espace lui-même, mais dans ce qui se trouvait juste à l'extérieur de l'entrée. Un morceau de tissu délavé, encore identifiable comme un fragment de veste de randonnée, était accroché à une rampe rouillée. La déchirure irrégulière témoignait de frottements répétés et non d'une décomposition naturelle. Cet indice reliait directement la structure souterraine aux randonneurs disparus. Claire, présente lors de l'inspection, a immédiatement reconnu le motif de la veste. Il correspondait à une photographie d'archives d'un des élèves, jointe au dossier d'enquête de 1996. Cette confirmation visuelle a écarté toute autre interprétation possible. Cette porte n'était pas un simple élément oublié. Elle était un élément clé de la disparition. L'événement inattendu prit une tournure plus dramatique lorsqu'ils descendirent quelques marches. L'escalier menait à un couloir étroit portant des traces évidentes de passage, des empreintes fossilisées dans la poussière durcie, des griffures sur les murs, des débris de lanternes brisées. Tout indiquait une activité humaine, et non un emprisonnement immédiat. Quelqu'un avait vécu à l'intérieur pendant une durée indéterminée. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'ils ont découvert une pièce annexe partiellement effondrée. À l'intérieur se trouvait un ancien panneau de commande, avec des registres manuels affichés au mur. Des dates, des heures et de brèves notes indiquaient que des tests d'étanchéité avaient été effectués jusqu'à quelques jours avant août 1996. Le système n'avait pas été abandonné avant la disparition, contrairement à ce que l'on avait supposé. Il était en service. Une note en particulier attira l'attention de Julien. Manuscrite, elle mentionnait un incident d'accès non autorisé et l'application d'un protocole de confinement temporaire. Aucune signature, seulement un cachet institutionnel partiellement illisible. Cette révélation changea radicalement le cours des événements. L'isolement n'était pas un accident, mais une mesure délibérée. La réaction des personnes présentes fut immédiate et mesurée. Personne ne célébra la découverte. Le poids des responsabilités devint palpable. Le récit officiel, élaboré pendant 13 ans, s'effondra devant de simples documents, laissés au mauvais endroit pour de mauvaises raisons. Le système qui s'était si longtemps protégé était désormais mis à nu par une défaillance opérationnelle. Julien ressentit brutalement cette transformation intérieure. Il lui était devenu impossible de maintenir une distance professionnelle. Il comprit que l'enquête ne visait pas seulement à clarifier les faits passés, mais à confronter des décisions prises en toute conscience qui avaient conduit à l'abandon d'êtres humains. La frontière entre erreurs techniques et choix éthiques avait été franchie. L'inspection fut interrompue quelques minutes plus tard, sur ordre d'un supérieur, mais il était trop tard. Des photographies, des mesures et des rapports avaient déjà été établis. L'information existait, documentée, impossible à effacer complètement. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte matérielle, mais aussi dans le changement irréversible de position des personnes impliquées. Claire savait que ces documents ne pouvaient rester cachés. Marie Lefebvre, informée, comprit que la retenue administrative n'avait plus aucun sens. Luc, observant de l'extérieur, réalisa que la communauté locale aurait des réponses, même si elles seraient douloureuses. Chacun franchissait ses propres limites. La porte d'acier, enfin ouverte, cessa d'être un symbole de mystère pour devenir la preuve concrète d'une erreur passée sous silence. L'histoire ne pouvait plus revenir en arrière. Le point de non-retour était atteint. Dès lors, toute tentative de dissimulation impliquerait une action directe et non plus une simple omission, ce qui bouleversa complètement l'équilibre des pouvoirs. L'ouverture partielle de la structure souterraine a produit des effets immédiats qui se sont propagés bien au-delà de la dune. En quelques heures, des rapports d'urgence ont circulé entre les ministères, accompagnés d'images qui ne pouvaient plus être considérées comme de simples conjectures techniques. La réaction institutionnelle a été rapide mais désordonnée.
révélant des failles internes qui étaient restées jusque-là dissimulées derrière des protocoles rigides. Julien a été officiellement démis de ses fonctions de coordinateur local, au nom du respect des procédures. Cette mesure, bien que présentée comme une pratique courante, a eu un impact direct sur son quotidien. D'acteur actif, il est devenu un observateur contrôlé, limité à répondre aux questions officielles. Toutefois, sa participation à l'élaboration des documents initiaux a rendu impossible son exclusion totale du processus. Claire a dû faire face à des conséquences importantes. Son nom a commencé à apparaître dans les communications internes, non seulement comme une source essentielle de contexte historique, mais aussi comme un vecteur potentiel de médiatisation. Les invitations à des entretiens universitaires ont été discrètement annulées. Parallèlement, elle a été contactée discrètement par des journalistes d'investigation intéressés par les documents découverts. Chaque décision qu'elle prenait avait désormais des répercussions considérables. La mairie s'est mise en confinement. Marie Lefebvre a reçu pour instruction de centraliser la communication, mais sans réelle autonomie. Les communiqués officiels ont commencé à employer un langage juridique complexe, évitant toute référence directe aux randonneurs. Cette tentative de contrôle du récit a suscité des réactions négatives immédiates au sein de la population locale qui a perçu le décalage entre les faits constatés et le discours officiel. Luc Bernard en a ressenti directement les répercussions sociales. La confirmation de l'activité de la structure en 1996 a ravivé de vieux souvenirs. Des familles qui s'étaient contentées d'explications vagues ont commencé à exiger des réponses. L'atmosphère dans la région s'est tendue, marquée par une méfiance généralisée envers les autorités. Luc a commencé à être sollicité de manière informelle, comme intermédiaire, une fonction qu'il n'avait jamais recherchée. Des conséquences techniques sont également apparues. Les ingénieurs ont déterminé un risque structurel élevé, nécessitant une surveillance constante. Le risque d'effondrement a imposé un entretien continu du périmètre, faisant de la dune un point sensible permanent. Le coût financier et les responsabilités juridiques ont fait l'objet de débats supplémentaires, créant un conflit entre l'urgence et les contraintes budgétaires. Sur le plan juridique, le parquet a entamé des analyses préliminaires concernant d'éventuelles responsabilités administratives. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée, l'ouverture de cette procédure a suffi à modifier les comportements. Les fonctionnaires ont commencé à examiner les dossiers personnels et les décisions ont été prises avec une prudence excessive. La conséquence concrète a été un ralentissement général qui, paradoxalement, a contribué à médiatiser davantage l'affaire. Julien comprit que ses actions initiales avaient déclenché une réaction en chaîne incontrôlable. Il fut convoqué à plusieurs reprises pour des dépositions techniques, chacune visant à définir des responsabilités précises. La fragmentation du processus contrastait avec la clarté croissante des faits. Le système réagit en tentant de compartimenter le problème, mais les liens étaient déjà trop évidents. La réaction du public s'est intensifiée lorsque des images de l'escalier souterrain ont fuité sur Internet. La confirmation visuelle d'un espace accessible et utilisé en 1996 a dissipé les derniers doutes. Le discours officiel a dû être revu, reconnaissant des erreurs de communication historiques. Le choix des mots a fait l'objet de critiques, perçues comme une tentative de minimiser les décisions humaines concrètes. Pour Claire, les conséquences prirent une dimension personnelle. En consultant à nouveau les dossiers, elle réalisa que certains des responsables techniques étaient toujours en vie et occupaient des postes de conseillers. Cette découverte souleva immédiatement des dilemmes éthiques. Révéler ces liens au grand jour entraînerait des confrontations directes et d'éventuelles représailles institutionnelles. Sous la pression des deux camps, Marie Lefebvre commença à consigner par écrit tout ce qui avait été discuté oralement auparavant. Ce changement, en apparence anodin, bouleversa la dynamique administrative. Les réunions commencèrent à être reportées et les décisions nécessitèrent de multiples validations. La bureaucratie,
autrefois instrument de dissimulation, devint alors un mécanisme d'autoprotection. Les familles des randonneurs ont réagi avec un mélange de soulagement et d'indignation. La confirmation qu'ils ne s'étaient pas simplement perdus leur a apporté un certain réconfort, mais aussi de la colère. Des demandes officielles de réouverture de l'enquête ont été déposées. L'émotion s'est rapidement propagée, humanisant une procédure jusque-là perçue comme abstraite. L'environnement physique exigeait des solutions concrètes. De petits dérapages supplémentaires accentuaient la nécessité d'agir avec détermination. Chaque nouveau rapport technique accentuait l'urgence d'une décision claire quant au sort de la structure. La maintenir ouverte comportait un risque. La refermer revenait à effacer toute trace. L'effet cumulatif de ces conséquences a engendré une instabilité permanente. Aucune décision ne paraissait suffisante, aucune réaction ne permettait de résoudre le problème. Le point de non-retour était franchi. Désormais, chacun subissait les conséquences inévitables des choix passés et présents. Julien comprit que l'enquête avait dépassé tout contrôle individuel. Les conséquences étaient irréversibles. Le système réagissait, les individus réagissaient, l'environnement réagissait. Chaque action engendrait de nouvelles ramifications. Le conflit s'intensifiait, non plus à cause de la découverte elle-même, mais en raison de l'impact concret qu'elle avait produit sur tous les acteurs impliqués, préparant le terrain à des transformations encore plus profondes dans les développements futurs. Après avoir été officiellement démis de ses fonctions, Julien a commencé à suivre l'évolution de la situation de loin, mais cette distance s'est avérée être un catalyseur de changement. Libéré de la pression immédiate de la coordination technique, il a adopté une approche plus stratégique, choisissant avec soin où investir son énergie et comment contribuer sans enfreindre les ordres directs. Le dépassement de cette difficulté n'est pas né d'une rébellion ouverte, mais d'une adaptation consciente. Il entreprit d'examiner minutieusement toutes les données recueillies depuis le premier jour. Il compara mesures, photographies et rapports à la recherche de schémas qui étaient passés inaperçus jusque-là. Ce travail silencieux révéla des incohérences temporelles dans les registres de maintenance, de petits écarts qui indiquaient des interventions non documentées. Julien n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit concrètement. Désormais, sa progression résidait dans sa capacité à relier des preuves éparses. Claire était elle aussi en pleine transformation. Auparavant uniquement soucieuse d'exactitude historique, elle commençait à prendre conscience de la portée humaine de ses découvertes. Au lieu d'accumuler les informations, elle entreprit de les organiser de manière accessible, en préparant des dossiers clairs et objectifs. Le franchissement de cette étape ne fut pas une épreuve émotionnelle, mais marqua un changement d'attitude. D'une chercheuse distante, elle devint une médiatrice entre la responsabilité du passé et celle du présent. Luc Bernard a trouvé un épanouissement personnel en s'engageant dans la vie communautaire. Il a commencé à organiser des rencontres informelles entre les habitants et les familles de randonneurs, créant ainsi des espaces d'écoute sans promettre de solutions immédiates. Ces actions ont apaisé les tensions locales et redonné aux habitants le sentiment de participer à la vie de leur communauté. Luc a compris qu'agir ne signifiait pas avoir toutes les réponses, mais entretenir un dialogue constructif, même si les choses peuvent être difficiles. Marie Lefebvre était confrontée à un défi particulièrement délicat. Habituée à suivre des procédures administratives rigides, elle devait apprendre à gérer l'exposition médiatique. En documentant tout par écrit, elle a compris que sa propre protection reposait sur la transparence. Son évolution a été pragmatique. Elle a transformé les procédures défensives en outils de clarté institutionnelle, même en sachant que cela pouvait freiner sa progression professionnelle. De nouveaux obstacles surgirent avec l'annonce de la création d'une commission indépendante. Bien que cela semblât un progrès, sa composition initiale révélait une forte présence d'anciens consultants du gouvernement. Julien perçut le risque d'une enquête menée de façon contrôlée. Au lieu de s'opposer frontalement à la commission, il prépara une note technique détaillée, anticipant les questions et comblant les lacunes d'interprétation.
La clé résidait dans la préparation, et non dans la confrontation directe. Le protagoniste commença à agir avec une patience stratégique. Chaque document envoyé, chaque réponse apportée, était envisagé comme une étape d'un processus plus vaste. Il comprit que la croissance personnelle exigeait de renoncer au besoin de contrôle immédiat. Accepter un rythme plus lent devint partie intégrante de son apprentissage. En recoupant de nouvelles données, Claire a identifié un schéma récurrent de décisions prises au nom du confinement temporaire. La répétition de ce terme pendant des décennies révélait une culture du report permanent. Son analyse a consisté à transformer cette découverte en un argument central, déplaçant l'attention des individus isolés vers des pratiques institutionnelles continues. La pression émotionnelle exigeait aussi un travail sur soi. Julien ressentait le poids des attentes extérieures, mais il commença à établir des limites claires. Il refusa les interviews sensationnalistes et se concentra sur son expertise technique. Ce choix réduisit son exposition médiatique immédiate, mais renforça sa crédibilité à long terme. Cette évolution se traduisit par une plus grande maîtrise de soi. Parallèlement, l'environnement physique demeurait instable. De modestes progrès techniques dans le confinement de la structure ont permis de réduire les risques immédiats et d'affiner la planification. Chaque amélioration technique était le fruit d'une réflexion approfondie et non d'une réaction impulsive. Les progrès étaient visibles, quoique lents. Les relations entre les personnages ont également évolué. Julien et Claire ont commencé à travailler de manière plus intégrée, échangeant des analyses plutôt que de simples informations. Luc a trouvé auprès de Marie le soutien nécessaire pour formaliser les canaux de communication au sein de la communauté. Ces liens ne sont pas nés d'une affinité naturelle, mais de la nécessité de relever de nouveaux défis grâce à une véritable collaboration. La croissance collective transparaissait dans le récit. Les obstacles n'étaient plus les mêmes qu'au début. Il ne s'agissait plus d'ouvrir une porte, mais de maintenir des processus complexes sans compromettre la cohérence éthique. Chaque personnage manifestait une évolution notable dans ses actions, ses choix et ses priorités. Julien comprit que surmonter les difficultés ne signifiait pas une victoire immédiate. Il s'agissait de persévérer sans déformer les faits, même face à la frustration. Son parcours personnel se dessina clairement, d'un technicien centré sur les données à un agent conscient de l'impact social de son travail. À la fin de cette étape, les défis restants étaient plus importants, mais les personnages étaient mieux préparés. La croissance n'avait pas éliminé les risques, elle avait seulement accru leur capacité à les affronter. L'histoire progressait, soutenue par des décisions plus mûres, des actions plus cohérentes et une compréhension partagée que le dénouement exigerait non seulement du courage, mais aussi une responsabilité forgée tout au long de ce processus de dépassement constant. Alors que l'enquête entrait dans une phase décisive, une tension palpable régnait autour de la dune. Aucune annonce officielle de clôture n'était faite, mais chacun savait que le temps était compté. Les intrigues secondaires commencèrent à se résoudre d'elles-mêmes, non par un dénouement naturel, mais par une nécessité pratique face à l'imminence des événements. La commission indépendante a entamé des visites techniques sur le site. Bien que sa composition suscitât encore des soupçons, ses membres ne pouvaient ignorer les données déjà consolidées. Julien n'y participait qu'à titre de consultant temporaire, mais il constata que ses analyses antérieures influençaient désormais les décisions centrales. La préparation du point culminant ne se fit pas par des discours, mais par des documents esquissant les perspectives d'avenir. Claire concentra ses derniers efforts sur l'organisation chronologique définitive des événements. Elle élimina les redondances, recoupa les sources et établit une chronologie irréfutable. Ce travail conclut son enquête. Il ne restait plus aucune lacune pertinente à combler. Le passé était suffisamment établi pour permettre toute conclusion honnête. Luc Bernard est parvenu à instaurer un dialogue formel entre les familles des randonneurs et le comité. Cette simple reconnaissance institutionnelle a apaisé les tensions accumulées au fil des ans. Les réunions, autrefois conflictuelles, sont devenues informatives.
Le conflit au sein de la communauté a trouvé une résolution grâce à la transformation d'une indignation diffuse en un suivi structuré. Marie Lefebvre a finalisé la transition administrative entamée plusieurs semaines auparavant. Les procédures d'urgence ont été intégrées aux protocoles habituels et les décisions ont désormais nécessité une traçabilité claire. Ce changement a mis fin à ses hésitations passées. Elle ne maîtrisait pas le résultat, mais elle avait veillé à ce qu'il soit consigné sans distorsion interne. L'attention se recentra entièrement sur la structure souterraine. Les ingénieurs conclurent qu'une ouverture complète était techniquement réalisable pour une durée limitée, avant de nouveaux déplacements de sable. Cette fenêtre d'opportunité imposait un rythme accéléré. Chaque étape devait être planifiée avec précision, car aucune seconde tentative ne serait possible sans risques importants. Julien a participé à l'élaboration du plan d'accès final. Il ne s'agissait plus de découverte, mais de documentation exhaustive. L'objectif était de recenser le site, de recueillir un maximum d'éléments de preuve et de s'assurer qu'aucun vestige ne soit enfoui à nouveau sans analyse. La rigueur technique primait désormais sur toute impulsion émotionnelle. Les tensions s'exacerbèrent lorsque les représentants ministériels exigèrent un examen préalable des rapports avant leur mise en œuvre. Cette demande suscita un vif débat, mais fut apaisée par des accords clairs sur la transparence ultérieure. Le conflit direct fut évité non par consensus moral, mais par calcul stratégique. Le point culminant exigea une concentration absolue. L'urgence était palpable sur le terrain. Le matériel fut mis en place, les capteurs recalibrés et les voies d'évacuation établies. Chaque détail technique était considéré comme définitif. La préparation était méticuleuse, presque rituelle, consciente que toute erreur serait irréparable. Les relations entre les personnages devinrent plus objectives. Il n'y avait plus de place pour les discussions conceptuelles ni pour les luttes de pouvoir. Chacun connaissait son rôle. Julien coordonnait les données, Claire supervisait les archives historiques, Luc gérait les relations extérieures et Marie assurait le soutien administratif. Finalement, tout s'est mis en place. La presse fut tenue à distance, informée seulement qu'une phase finale aurait lieu. Cette retenue empêcha toute ingérence extérieure, mais attisa l'impatience du public. Le silence devint partie intégrante des préparatifs, chargés de sens. Julien sentait intérieurement le poids du dénouement imminent. Il n'y avait plus de progrès à accomplir, ni d'intrigues secondaires à résoudre. Il ne restait plus qu'à agir avec précision. Il remania son plan à maintes reprises, non par insécurité, mais en pleine conscience de l'impact imminent. Cette préparation n'avait pas pour but de créer des tensions artificielles. Celle-ci s'inscrivait naturellement dans la convergence des décisions, des échéances et des responsabilités. Tout convergeait vers un moment unique et inévitable où le conflit central serait enfin abordé sans médiation. Lorsque la date fut confirmée, aucune annonce officielle ne fut faite. Juste une série d'autorisations tacites et de manœuvres discrètes. Le point culminant ne serait pas un spectacle, mais une procédure irréversible. À la fin de cette étape, toute distraction avait été éliminée. Les intrigues secondaires étaient résolues, les tensions apaisées, les objectifs définis. L'histoire était prête à aller de l'avant. La prochaine étape ne permettrait aucun recul, seulement la révélation. La préparation était achevée et la confrontation avec la vérité enfouie était devenue inévitable. L'ouverture définitive de la structure eut lieu à l'aube, sans presse ni discours, en présence uniquement de l'équipe essentielle. Le plan fut exécuté avec une précision quasi mécanique. La porte en acier, déjà fragilisée par les inspections précédentes, céda complètement après le retrait des derniers joints internes. Le bruit ne fut pas dramatique, juste un grincement sourd, suivi d'un mouvement ample qui dévoila tout l'intérieur. L'espace souterrain s'est révélé plus vaste que prévu. Des couloirs, agencés selon des angles calculés, reliaient locaux techniques, zones de confinement et compartiments auxiliaires. La structure n'avait rien d'improvisé. Tout témoignait d'une planification minutieuse,
d'un entretien constant et d'une utilisation fonctionnelle au moins jusqu'à la fin des années 1990. Le point culminant n'était pas la surprise visuelle, mais la confirmation sans équivoque de ce qui avait été nié pendant des années. Julien mena la première progression jusqu'à la limite de sécurité. Les capteurs confirmèrent des niveaux d'oxygène acceptables et une stabilité momentanée. L'équipe pénétra dans le tunnel en silence contrôlé, chaque pas enregistré, chaque paroi photographiée. Nul besoin de se presser, seule la conscience que ce moment serait unique. Dans l'une des pièces centrales, ils trouvèrent ce qui allait lever toute ambiguïté. 4 zones délimitées, aménagées de façon improvisée, avec des couvertures de survie usées, des bidons d'eau vides et des signes évidents d'un séjour prolongé. Ce n'étaient ni des cellules, ni des zones de transit. C'étaient des espaces de survie temporaire. Le dénouement devint évident. Les randonneurs n'étaient pas morts sur le coup et ne s'étaient pas perdus par hasard. Ils avaient été isolés. Claire remarqua, sur un mur latéral, des notes écrites au fusain, des dates incomplètes, des décomptes irréguliers, des tentatives de repérage. Aucun message dramatique, seulement des traces du temps. Elle révélait une résistance, une adaptation, une lutte pour la survie. La transformation du conflit avait atteint son paroxysme émotionnel, sans qu'un mot soit nécessaire. L'élément surprenant est apparu lorsqu'ils ont découvert un compartiment technique adjacent, encore scellé. À l'intérieur, des enregistrements automatisés indiquaient que le protocole de confinement était resté actif pendant 48 heures après l'enregistrement de l'accès non autorisé. Le système a ensuite été arrêté manuellement, sans qu'aucune intervention de secours ne soit déclenchée. Cette décision n'était ni un accident ni une panne mécanique. C'était un choix opérationnel. Julien sentit sa propre transformation à cet instant précis. L'entraîneur prudent du début avait disparu. À sa place se tenait un homme pleinement conscient du poids des preuves. Il ne réagit pas par une colère manifeste, mais par une lucidité absolue. L'apogée de son parcours ne fut pas explosive, mais silencieuse et définitive. Le comité présent n'a pas cherché à contester les conclusions. L'interprétation était sans appel. Toutes les données convergeaient vers la même conclusion. Ce revirement n'a pas modifié l'enjeu principal, il n'a fait qu'aggraver la gravité de la situation. Le conflit central s'est résolu là, dans la reconnaissance factuelle d'une erreur de jugement perpétuée par une omission prolongée. Luc, sous surveillance extérieure, comprit que la communauté obtiendrait enfin des réponses. Marie, dès réception des premiers documents, lança immédiatement les démarches officielles pour la conservation des preuves. Aucun des deux ne célébra. Ce dénouement n'apporta aucun soulagement, seulement des responsabilités. L'équipe est restée sur place uniquement le temps nécessaire à la documentation complète. Aucune exploration excessive n'a été effectuée. Chaque action a été calculée afin de préserver l'intégrité matérielle et les preuves. Lorsque l'ordre de départ a été donné, chacun savait qu'il n'y avait plus rien à découvrir. L'essentiel avait déjà été mis au jour. Le point culminant ne s'est manifesté ni par une confrontation directe avec les autorités, ni par des aveux publics. Il s'est manifesté par l'impossibilité absolue de nier les faits. L'histoire a atteint son apogée en transformant les soupçons en une certitude indéniable. Alors que l'accès était provisoirement bouclé, désormais sous contrôle judiciaire, Julien contempla une dernière fois l'intérieur dévoilé. La transformation du protagoniste était achevée. Il ne cherchait plus de réponse, seulement la certitude que ceux qu'il avait découverts ne seraient plus jamais enterrés. Le conflit central fut résolu. Il n'y eut pas de vainqueur, seulement la vérité révélée. Le point culminant avait atteint son objectif, rompre définitivement le silence et mettre un terme à 13 années de version incomplète grâce à des preuves irréfutables. Les semaines qui suivirent l'ouverture définitive de la structure souterraine furent marquées par une réorganisation silencieuse, mais profonde. Il n'y eut ni grande déclaration, ni excuses publiques immédiates. Le processus suivit son cours, s'appuyant sur des documents, des rapports et des archives désormais incontestables.
La vérité avait cessé d'être un récit pour devenir une procédure. Julien fut officiellement réintégré au projet uniquement pour finaliser les rapports techniques. Son rôle, cependant, avait changé. Il ne menait plus de recherche, mais se consacrait à la synthèse des conclusions. Chaque page écrite portait le poids des décisions passées et présentes. Une fois le rapport final achevé, il comprit que son parcours personnel ne lui avait pas valu de reconnaissance publique, mais une cohérence éthique, quelque chose de moins visible et de plus durable. La commission indépendante a publié un rapport préliminaire reconnaissant de graves défaillances opérationnelles et des omissions administratives. Le texte évitait de nommer directement les personnes concernées, mais exposait clairement la chaîne de décision ayant conduit à l'isolement des excursionnistes. Ce document a ouvert la voie à des poursuites judiciaires, orientant l'enquête vers le domaine juridique. La conclusion institutionnelle commençait à se dessiner, lentement mais sûrement. Claire suivit la publication avec un regard critique. Bien que satisfaite de l'exactitude historique présentée, elle savait que de nombreux détails resteraient inconnus du public pendant des années. Son travail avait néanmoins permis de préserver la chronologie essentielle. Son parcours s'acheva avec le sentiment d'avoir redonné du contexte à des vies réduites à de simples statistiques pendant plus d'une décennie. Marie Lefebvre a remis officiellement tous les documents administratifs relatifs à l'affaire. Ce faisant, elle a pris conscience que son silence avait durablement modifié les procédures internes. La mairie a adopté de nouveaux protocoles de transparence et de traçabilité. Ce changement n'a pas effacé le passé, mais il a réduit le risque qu'il se reproduise. Sa conclusion personnelle était pragmatique, sans triomphalisme, mais empreinte d'une conscience aiguë de l'impact réel. Luc Bernard a constaté des transformations visibles au sein de la communauté locale. Les familles des randonneurs ont été officiellement reconnues comme des acteurs légitimes du processus, et non plus comme des rappels gênants. De petits mémoriaux improvisés ont surgi près de la dune, non comme attraction touristique, mais comme lieu de recueillement. Cette conclusion, élaborée par la communauté, n'a pas apporté un apaisement complet, mais elle a permis de retrouver la dignité. Le sort de la structure souterraine a été décidé après des évaluations techniques et juridiques conjointes. Il a été décidé de la sceller définitivement après une documentation complète et le retrait de tous les matériaux pertinents. Cette décision visait à concilier protection de l'environnement et préservation du patrimoine historique. La porte en acier, désormais répertoriée, a cessé d'être un mystère et est devenue une pièce à conviction archivée. Julien observa la fermeture définitive à distance. Il n'éprouvait pas le besoin d'être présent. Pour lui, la conclusion résidait non pas dans la fermeture physique de l'édifice, mais dans l'ouverture symbolique qui avait déjà eu lieu. Son rapport au travail s'en trouva profondément transformé. Il commença à refuser les projets qui exigeaient des compromis ambigus entre technique et politique. Son parcours professionnel se poursuivit, marqué par des choix plus réfléchis. Les conséquences à long terme ont commencé à se manifester lentement. Les enquêtes administratives ont progressé, certaines carrières ont été discrètement interrompues, d'autres réorientées. Le système a réagi, non par une transformation brutale, mais par des ajustements progressifs dictés par la révélation inévitable de l'affaire. La conclusion de ce procès n'a pas signifié une justice pleine et entière, mais elle a établi des précédents aussi gênants que nécessaires. Le silence qui suivit la publication des rapports finaux n'était plus celui du secret, mais celui de l'assimilation. La société prit peu à peu conscience de l'ampleur des événements. Il n'y eut pas d'agitation permanente, seulement une prise de conscience tardive. Les décisions techniques sont aussi des décisions humaines, aux conséquences irréversibles. Julien conserva chez lui une copie imprimée du rapport final. Non comme un trophée, mais comme un rappel concret d'un processus qui avait redéfini ses limites personnelles. La conclusion de son parcours ne fut pas explosive sur le plan émotionnel. Elle fut stable, empreinte de maturité, marquée par la certitude d'avoir progressé alors qu'il aurait été plus facile de reculer.
L'histoire s'est achevée sans spectacle, sans dénouement heureux traditionnel. Il ne restait que la vérité consignée, les vies reconnues, et un système contraint de faire face à ses propres failles. La conclusion n'a pas effacé la perte, mais elle a empêché qu'elle ne reste enfouie. Cela, en soi, était suffisant. Des années plus tard, la dune semblait de nouveau immobile, recouverte d'une végétation discrète et entourée de plaques neutres. Aucun visiteur de passage n'aurait pu imaginer ce qui avait existé sous ce sable. Julien n'y est retourné qu'une seule fois, sans équipement, juste pour observer le lieu en silence. Il n'a pas ressenti d'apaisement, mais une forme d'acceptation. La porte scellée ne recelait plus de secrets, seulement des souvenirs. Dans les archives publiques, l'affaire est devenue une référence discrète, citée dans des études et des rapports. Pour les familles, l'avenir s'est poursuivi sans réponse définitive, mais sans mensonge officiel. Parfois, cela suffit. Le passé restait lourd, mais visible, empêchant l'oubli de redevenir politique. Si ce récit vous a interpellé, partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous comment vous interprétez les décisions qui y sont révélées. Ces histoires ne restent vivantes que lorsqu'elles sont discutées, questionnées et partagées collectivement. Votre participation contribue à maintenir visible ce que beaucoup préféreraient oublier. Si vous appréciez les récits profonds, fondés sur des faits plausibles et soigneusement construits, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les nouvelles histoires. En activant votre abonnement, vous bénéficiez d'un accès continu à un contenu qui explore de véritables mystères, les responsabilités humaines et des vérités enfouies. Merci de votre lecture, de votre réflexion et de votre participation active à ce voyage. Ensemble, restons attentifs, critiques, curieux, responsables, présents, conscients, engagés et constants, toujours.